La soirée de ce soir, c'est donc sur le thème des conséquences médicales de l'inceste et des violences sexuelles subies dans l'enfance. Et donc maintenant, on va commencer avec Jean-Pierre Houp. Donc Jean-Pierre, tu es médecin cardiologue et tu es l'auteur de 2 ouvrages, Prendre soin de son cœur et Le cœur du bonheur. Et alors, pourquoi faire appel à un cardiologue pour parler des conséquences de l'inceste ? Je pense que tu y répondras peut-être Je vais tenter d'y répondre. Oui. Dans ton intervention. En tout cas, on sait qu'il y a un lien bien connu maintenant entre stress et notamment infarctus, maladie cardiovasculaire, donc a fortiori stress post-traumatique. Et puis l'inceste va toucher les personnes dans tous les systèmes du corps possibles. Et je trouvais que la conférence précédente de Eva Thomas était une très bonne introduction, puisque Eva Thomas, vous avez parlé du fait que le corps de la victime est une parole codée et que donc toutes ces souffrances vont s'exprimer et se révéler à travers le corps. Donc Jean-Pierre Houp va nous détailler tout ça, et notamment sur les conséquences à long terme de l'inceste, les conséquences chroniques. Merci. Merci Marion. Merci à toutes et à tous d'être là. Il y a beaucoup de monde, je trouve que c'est très émouvant. Alors, cette nuit, après le magnifique exposé de Bruno Clavier hier soir, la nuit n'a pas été très facile, je trouve, pour moi. Peut-être pour certains d'entre vous, c'était tout de même, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de choses qui ont été développées. Et je me suis posé la question de savoir si j'étais légitime. C'est-à-dire, je n'ai pas été moi-même, personnellement, tout seul, victime d'inceste. Ai-je le droit de parler ? Et je me suis dit que oui, parce que j'ai la sensation, et c'est très émouvant pour moi, de me dire que tout mon parcours de vie, tout mon parcours médical m'a amené ici. M'a amené dans cette conférence pour vous parler de ça. C'est la première fois que je fais une conférence publique. Je fais beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions, mais c'est la première fois que je fais une conférence publique sur les conséquences médicales de l'inceste, et je pense que c'est ma place dans le monde. Donc c'est très émouvant pour moi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis médecin, donc j'ai une déformation cérébrale médicale. Donc je voudrais déjà, comme l'a fait Bruno Clavier hier, parler un peu des mots. Les mots que nous allons employer peuvent blesser certains. Et ça dépend de notre histoire à tous. Si moi, on me dit cocotier, ça ne me fait pas vibrer. Mais peut-être que cocotier, pour quelqu'un, ça va être le souvenir de son père, de sa mère, de son frère qui est mort sur une plage paradisiaque des Maldives. Donc on va avoir des mots qui vont pouvoir nous choquer. En médecine, on a des mots choquants. Quand on dit à un patient « vous avez un diabète maudit », ça fait peur. Parce que ça ne s'écrit pas M-A-U-D-I-T, ça s'écrit M-O-D-Y. C'est une forme très particulière de diabète. Donc on a des mots qui peuvent être choquants et blessants. Et puis d'autre part, les mots sont... C'est très difficile. Et j'adore cette phrase d'un philosophe autrichien qui a dit « Non seulement ce que je vais dire est faux, mais ce que vous me répondrez est faux, mais il n'y a pas d'autre solution que de se mettre à parler. » C'est-à-dire que la caractéristique de l'être humain, c'est de parler. Si je dois parler de l'amour que je porte à ma compagne, je vais employer des mots. Je peux lui dire « je t'aime ». Je t'aime, c'est un code. Je pourrais lui dire brosse à dents, saucisson, tout ce qu'on veut. Je pourrais lui dire n'importe quoi. C'est un code. Et dans le « je t'aime », ça veut dire que j'ai essayé de transmettre quelque chose. Donc ce que je voulais dire, c'est que peut-être je vais employer des tournures ou des mots qui peuvent blesser certains. D'avance, je demande pardon parce que c'est pas ce que je veux. Donc on va entamer cette conférence, et j'ai été très troublé par le fait que hier soir, alors qu'on ne s'est absolument pas entendu, je n'ai jamais rencontré Bruno Clavier en dehors de ses livres, nous avons eu la même expression. C'est-à-dire que depuis le départ, j'ai intitulé cette conférence
une bombe sanitaire à fragmentation et à retardement. C'est exactement le mot qu'il a employé. Je suis médecin, il est psychanalyste, et nous employons la même expression. Ce que je rajoute, c'est un déni dans le déni. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Durant toute cette semaine de conférences, il y a eu des conférences faites par des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des psychanalystes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de ça. Je vais avoir un regard qui sera médical, scientifique, j'espère humaniste, sur les conséquences médicales des violences. Pourquoi un cardiologue vous parle de ça ? Alors, je vais détailler, sans en parler pendant 2 heures, mais de détailler quel est un peu mon parcours de vie. Donc, effectivement, j'ai fait des études de médecine à Lille, j'ai été ensuite interne et chef de clinique à Nancy, je suis cardiologue, je suis également réanimateur. Et il y a une chose qui m'a marqué, même si sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que j'ai travaillé plusieurs années comme cardiologue réanimateur, pas chirurgien, mais cardiologue réanimateur dans un service de chirurgie cardiaque. Et là, je peux vous dire qu'on touche du doigt la fragilité humaine. Parce que confier sa peau à un chirurgien, c'est pas facile. Et le cœur est une zone tout de même qui est tout à fait mythique. Et puis, dans ma vie, à un moment, voilà, j'avais 42 puis 44 ans, mes parents sont décédés. Et là, ça a été un choc assez difficile. Et donc, je suis parti sur un chemin psychanalytique qui n'était pas une psychanalyse freudienne. Donc, ma psychanalyse ne m'a pas bourré le crâne avec tonton Freud disant que mes désirs d'inceste étaient fantasmatiques. Voilà. J'ai eu une psychanalyse de rêve, je veux dire, qui est assez extraordinaire. Et donc, ça m'a permis de dénouer quelque chose qui est important, et je ne serais pas là si ça ne s'était pas passé pour moi. Je n'ai pas vécu le traumatisme de l'inceste, j'ai vécu d'autres traumatismes dont je peux parler à l'heure actuelle sans trop d'émotion, mais avec tout de même un peu d'émotion. J'avais 2 ans et est né un petit frère, polyhandicapé, infirme moteur cérébral. Et donc j'ai dû vivre toute mon enfance et toute mon adolescence avec quelqu'un qui était présent-absent. Je vous laisse imaginer ce que c'est que de vivre dans la chambre d'un présent-absent. Voilà, donc ma psychanalyse m'a en partie permis de résoudre ça. Donc, chemin psychanalytique. Et puis, chemin psychanalytique, là, je sentais qu'il manquait du corps à tout ça. Vraiment du corps, comme l'a dit Eva Thomas, il manquait du corps. Donc, comme je suis un peu un intello, puis d'une famille d'intello, j'ai fait je repartis pour faire de la psychologie, donc voilà, psychologie de la santé, en même temps de la sophrologie, donc une période de formation débordante et intense. Mais en même temps, je me suis formé à l'univers du clown. Pendant 10 ans, j'ai fait de la thérapie clown. J'ai également fait un certain nombre de choses comme le chant thérapeutique. Donc, ce qui m'a amené à développer un certain nombre de choses et à rencontrer, je veux dire, de façon plus précise, quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami, que vous avez peut-être vu dans le documentaire d'Emmanuel Béard, Cyril Tarquinio, qui est un des grands spécialistes français du psychotrauma et de l'EMDR. Et pendant plus de 15 ans, et on est toujours aussi proches l'un de l'autre, pendant plus de 15 ans, on a travaillé ensemble, moi du côté médical, lui du côté psychologique, pour un peu se nourrir l'un l'autre. Donc en fait, en médecine, il y a des choses qui peuvent être des écueils. Un écueil, c'est le biais cognitif. Le biais cognitif, c'est quand mon émotion va dépasser ma connaissance. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, peut-être que ça va vous choquer. En tant que parents ou grands-parents, moi j'ai déjà pas mal de petits-enfants, on peut avoir très peur de la drogue pour nos petits-enfants ou nos enfants. En fait, nos petits-enfants, nos enfants ne vont pas mourir de drogue, ils vont mourir de sédentarité. Ça, c'est un premier biais cognitif. Un deuxième biais cognitif qui peut être important, on sait à l'heure actuelle, et vous avez vu Octobre Rose, voilà, tout ce qu'on fait, et à juste titre, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, à juste titre, les femmes ont peur du cancer du sein. Elles ont peur du cancer du sein, 1 femme sur 9 en Europe, dont la plupart va guérir, même s'il va malheureusement y avoir des femmes qui vont en mourir.
La plupart vont en guérir, alors qu'une femme sur 3 va mourir de maladies cardiovasculaires. C'est un vrai biais cognitif. Et il n'y a pas assez de prévention de ce côté-là. Autre biais cognitif, qui là est plus dans notre sujet, à juste titre, le mouvement MeToo est extraordinaire. Extraordinaire. Les femmes sont sorties de cette oppression pour dire « nous sommes agressés ». Mais en fait, la violence sexuelle, bien sûr qu'elle a lieu envers les femmes, mais elle a surtout lieu envers les enfants. Et là, il y a également une forme de biais cognitif. L'autre danger en médecine, c'est le déni. Alors on peut être dans le déni total. Ce problème de l'inceste n'existe pas. Il peut y avoir des dénis dans la fréquence. On va se dire, non, mais attends, tu rigoles, c'est pas possible. Voilà, comme disait Bruno Clavier hier, non, mais il en voit partout, il est paranoïaque. Ben oui, il y en a partout. C'est évident. On peut être aussi, et j'ai été très intéressé pour ceux qui ont lu le livre de Neige Sino, je veux toujours l'appeler Blanche, mais Neige Sino, le livre de Neige Sino, à un moment, son histoire est tout de même assez horrible, hein, mais le livre est formidable. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille. C'est Ilang qui me l'a présenté. Donc je l'ai vraiment lu avec beaucoup d'intérêt. Et son histoire est assez horrible. Elle a été violée par son père pendant des années. Et à un moment, elle dit « Ma sœur, qui, elle, n'a subi que des attouchements. » Et je me suis dit, là, on est dans une forme de déni partiel, parce que attouchement, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Et quand je dis que je n'ai pas été victime directement d'inceste, en fait, je suis le père d'une famille incestueuse. Et donc, il peut y avoir du déni. Il peut y avoir du déni où vous vous rendez compte, dans une famille recomposée, qu'il y a un agresseur, une victime et un porteur du secret. Et est-ce que j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait faire, alors que je crois avoir suffisamment d'aide à droite et à gauche pour aider les uns et les autres, mais ai-je vraiment tout fait? C'est ça, pour moi, c'est une vraie question. Est-ce que dans le déni ou pas dans le déni? En ce qui concerne les questions médicales, ce dont on va parler ce soir, je n'aborderai absolument pas les conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'un inceste, une violence sexuelle peut avoir des conséquences immédiates. Dans un acte sexuel violent, il peut y avoir un coup porté, une fracture du crâne, il peut y avoir tout ce que vous voulez, il peut y avoir des blessures qui peuvent être beaucoup plus spécifiques, des blessures rectales, des blessures vaginales, des contaminations sexuelles. Je ne parlerai pas de ça. Je ne parlerai que des conséquences à long terme. Tout à l'heure, Eva Thomas a parlé du corps et en a beaucoup parlé, et je pense que c'est important. Je voudrais vous lire une phrase tirée du livre, parce que ça résume tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Du livre de Bessel van der Kolk, que vous connaissez sans doute, Le corps n'oublie rien. En anglais, le titre, j'aime beaucoup le titre en anglais parce que c'est Le corps qui score. Voilà. L'homme a beau vouloir dépasser le traumatisme, la zone cérébrale chargée d'assurer sa survie, profondément enfouie sous l'air rationnel du cerveau, n'est pas très douée pour le déni. La zone profondément enfouie sous le cerveau, cette zone de la survie, n'est pas douée du tout pour le déni. Et donc, il va y avoir des conséquences, j'allais dire, comme disait un fameux cycliste, à l'insu de mon plein gré. Bessel van der Kolk rajoute « Le corps est un porte-parole ». Alors, quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça ? Le même Bessel van der Kolk rappelle qu'en 1974, dans un livre de psychiatrie qui était courant aux États-Unis, on disait finalement l'inceste, c'est peut-être pas si mal que ça pour les enfants. Peut-être qu'ils se structurent mieux que les autres, ils sont peut-être moins psychotiques, c'est peut-être pas mal. Et puis de toute façon, c'est pas fréquent. Un type disait, c'est grosso modo un cas sur 1 million de femmes. Donc il dit, grosso modo, il y en a peut-être 100, 150 aux États-Unis. Et Bessel van der Kolk de rajouter, c'est tout de même étonnant qu'il y en ait 47 qui se soient donné rendez-vous dans mon cabinet cette année.
Donc voilà, c'est vraiment les statistiques. Alors, la première fois qu'on a vraiment commencé à parler de ça, c'est dans les années 95. Je ne vous parle pas de l'inceste, je vous parle des conséquences médicales. 1995 à peu près, quelqu'un qui est connu dans ce monde, qui est Vincent Felitti. Vincent Felitti est médecin dans une clinique à San Diego, aux États-Unis, la clinique Kaiser, et il s'occupe en particulier de problèmes d'obésité chez un groupe de femmes. Et là, il est ennuyé parce que ces femmes viennent rarement au rendez-vous, ils ont des difficultés de suivi, c'est pas facile. Et donc, en tant que bon médecin préventologue, il se dit, mais pourquoi c'est difficile comme ça? Donc, il fait une enquête, il cherche un petit peu, et là, stupéfaction, 50% de ces femmes obèses ont subi un inceste. Et là, avec un de ses collègues, qui est Robert Anda, qui travaille toujours à la clinique, ils vont pendant 2 ans explorer et interroger 18 000 patients de la clinique. Donc quand Bruno disait hier, j'ai pas 1000 cas, eux, ils en avaient 18 000. Et donc, ça, c'est vraiment la publication fondatrice. Et là, on se rend compte qu'il y a un taux de violence énorme, taux de violence physique, taux de violence morale, mentale, taux de violence sexuelle énorme, et on est proche de 25%. Et donc, ils vont établir un score dont se moque un peu Nashino dans son livre, mais on parle à ce moment-là de ce qu'on appelle les ACE, Adverse Childhood Experience, ce qui signifie événements négatifs de l'enfance. Et donc, les événements négatifs de l'enfance, c'est quoi? C'est la violence physique, la violence morale, la violence sexuelle qui prédomine, également la négligence morale et la négligence physique, c'est-à-dire les parents qui ne s'occupent pas des enfants, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire dans la famille, la violence conjugale, l'alcoolisme, la drogue, un parent en prison, un parent malade, un membre de la famille qui peut être malade. Et donc, ils établissent déjà 2 choses. Ils établissent un questionnaire qui est toujours valable, où on répertorie tous ces événements, et puis ils se rendent compte d'une chose qui est importante, c'est que ces événements de vie négatifs vont s'additionner, se cumuler, ils sont rarement isolés, et plus il y en a, plus les problèmes médicaux vont être importants. Et donc ça, c'est pas, voilà, ça fait des strates, ça s'ajoute les uns aux autres. Alors, Bruno disait hier, oui, j'ai pas mis de publication. Là, je peux vous dire qu'on est à l'heure actuelle, on déborde de publications. C'est-à-dire que si vous allez sur un moteur de recherche scientifique, comme PubMed ou d'autres, vous tapez abus sexuels, enfants abus sexuels, vous allez trouver des dizaines de milliers de publications. Alors j'emploie comme lui le mot abus, en anglais abuse. Voilà. Il y a des dizaines de milliers de publications. Vous tapez abus sexuels, enfants, santé, vous allez tomber sur 7 à 8 000 publications. Donc, il ne faut pas nous dire qu'on ne sait pas. On sait, on a une base scientifique. À l'heure actuelle, tout ce dont vous a parlé Bruno hier, tout ça, c'est prouvé, c'est dur comme du béton. On sait, on a une base scientifique. Donc, après, reste à la transmettre. Alors, les statistiques. Quelles sont les statistiques? Alors, je ne vais pas insister, on les connaît tous, sur les violences sexuelles. Moi, je dirais simplement, je confirme tout à fait ce qu'a dit Bruno hier. C'est-à-dire que, premièrement, c'est certainement beaucoup plus fréquent qu'on ne dit. C'est-à-dire que ce qu'il a montré, c'est extraordinaire, parce que chaque fois qu'il y a une enquête, les chiffres augmentent. Donc, voilà, il y en a 1000, il y en a 2000, tous les ans, ça augmente. Ce qui veut dire que, en fait, plus on en parle et plus ça arrive. La deuxième chose qu'il a dit également, donc il n'a pas dit, mais moi qui m'a frappé, c'est je pense qu'il y a une sous-déclaration des garçons. Je pense qu'il y a plus. On considère que les statistiques que donnait Muriel Salmona, c'était une petite fille sur 5, un petit garçon sur 8, sur 10, sur 13, on ne sait pas bien. Je pense qu'on est plutôt sur 7-8, quoi. Il y a vraiment l'abus sexuel sur garçon, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et je suis d'accord avec lui pour dire également que c'est à un âge très précoce. Et même si, ce qu'il a très bien montré hier, mieux que moi, qu'il va y avoir des phénomènes de réplication avec des traumas qui vont se répéter. Là, on va partir dans le plus dur médical.
pour essayer de comprendre pourquoi il va y avoir des conséquences en santé. Alors la première cause, il y en a deux. La première cause, c'est que nous allons naître avec un cerveau immature. C'est ce qu'on appelle le paradoxe obstétrical. C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas né hier matin, il est né il y a très longtemps, la vie a débuté il y a 3 milliards d'années, et puis bon, ça a évolué. Et il y a environ 7 millions d'années, ce qui allait être l'humain a fait une révolution extraordinaire, c'est qu'il s'est mis en bipédie. Il s'est mis debout. Ça a eu pour conséquence quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça a libéré les mains. Alors il y a deux théories. Il y a une théorie, c'est que ça permet de porter le petit. D'accord ? Et puis il y a aussi la théorie qui est plus en vogue, de dire, comme ça libère les mains, je vais pouvoir faire quelque chose avec mes mains. Et là, on va avoir un développement cérébral qui va être exponentiel. Et là, on se retrouve, la bipédie a entraîné comme conséquence une diminution de la taille des hanches, en particulier dans le sens antéro-postérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis l'ingénieur, j'ai fabriqué une petite espèce qui est pas mal. J'aimerais bien qu'elle perdure tout de même un peu sur la Terre. Et puis, je me trouve devant un dilemme. J'aimerais bien que cette espèce soit vraiment plus intelligente, qu'elle ait un cerveau plus intelligent, donc plus gros, mais elle ne va plus pouvoir sortir du ventre de la mer. Qu'est-ce que je fais ? Déjà, je prends le cerveau, je mets cerveau droit, cerveau gauche. Déjà, ensuite, je fais un origami, je plie dans tous les sens pour faire qu'il y ait des circonvolutions cérébrales. Puis à un moment, je suis bloqué et je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, alors soit on élargit les hanches des femmes, mais c'est pas facile. On a déjà une tête plastique, c'est pas mal. Mais la solution géniale, absolument géniale, c'est de dire je fais sortir le bébé immature. Totalement immature. Eva a dit sous la domination. Moi, je suis pas d'accord sur le terme domination. Il va être fragile. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé quand j'étais externe en maternité, un stage de maternité. J'ai jamais vu aucun accouchement, un bébé sortir du ventre de sa mère, s'asseoir sur le bord de la table d'accouchement, dire « maman, ça a été dur. » Donc je prendrais bien un petit coca ou un pacalo dans le sud ou un petit verre de lait chaud. Non, ça n'existe pas, ça. En revanche, un petit veau, très rapidement, il va se mettre debout sur ses pattes. Mais nous, on n'est pas capable de ça. Donc on va être immature pendant des années, des années, des années, des années et des années. Les hommes, beaucoup plus longtemps que les femmes. Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Et donc, on va naître avec un cerveau immature, et donc ce cerveau va se développer pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et je vous livre cette phrase de Boris Cyrulnik, que la plupart d'entre vous connaissent, qui dit « Le cerveau... » Je relis la phrase exacte. Le cerveau n'est pas la cause de l'élan vers le monde, mais la conséquence de nos relations. Sans l'autre, je ne peux devenir moi-même. C'est-à-dire que mon cerveau, ce n'est pas ce qui va me permettre d'aller vers le monde, c'est ce qui va me permettre d'aller vers le monde quand l'autre sera venu vers moi. La relation sociale, si on veut l'exprimer autrement, la relation sociale n'est pas un choix, c'est une obligation biologique. C'est l'autre, vous êtes là devant moi, vous m'écoutez, vous êtes intelligent, vous bougez, vous parlez, vous pouvez faire des raisonnements, vous pouvez faire un tas de choses. Grâce à l'autre, c'est l'autre qui vous a fait, c'est l'autre qui m'a fait. Donc je ne suis que l'autre. Ça a de grands avantages, c'est qu'ici, je ne sais pas combien on est, 150 peut-être, il y a 150 cerveaux différents. Et ça, c'est génial, parce que si j'étais né avec un cerveau mature, on serait tous des clones. On aurait les mêmes goûts, on ferait les mêmes choses, on serait comme des fourmis. Voilà, on ferait tous les mêmes choses. Donc le gros avantage, c'est que ça va donner une multiplicité dans l'humanité. Et ça, c'est absolument génial. D'un autre côté, ça veut dire que je suis fragile et que si j'ai un entourage parfaitement bienveillant, sécure, que c'est comme sur des roulettes, ça va être terrible, ça va être très bien. Je vais avoir un cerveau bien, mais comme je suis fragile sous la dépendance
de mon milieu familial, si je vis un inceste ou si je vis des violences X ou Y, je vais avoir un cerveau qui sera différent. La deuxième chose à comprendre, donc cerveau immature, la deuxième chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que notre cerveau. Alors je vais revenir sur des choses basiques que vous connaissez peut-être. Ça fait un peu journal féminin, mais moi j'aime bien repartir là-dedans. C'est se dire, ça bruisse, hein, dès qu'il y a, j'adore, c'est génial, c'est formidable. J'aime bien titiller comme ça, je suis très provocateur. Hein. Voilà, je suis assez provocateur. Voilà, ce qu'il faut se souvenir, c'est comment est fait le cerveau. L'être humain, encore une fois, il n'est pas né hier matin. Il est né il y a longtemps. Et quand on regarde un être humain, c'est comme si on regardait un château de la Loire. C'est-à-dire que le guide vous dit la tour qui fait l'entrée est du 11e. L'escalier est de 1250. La coursive est de 1498. Et la grande salle du trône est de 1644. Un cerveau, c'est comme ça. C'est-à-dire que je donne parfois une comparaison un peu religieuse, hein, puisque je suis tradition chrétienne, catholique, blanc. Et donc, c'est comme si vous aviez une église, une chapelle très moderne, construite sur une cathédrale gothique, elle-même construite sur une chapelle romane, elle-même construite sur un temple à Vénus, elle-même construite sur un lieu dédié à l'eau. Vous avez un cerveau... Et pour ceux qui sont de tradition catholique, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ce que vous faites quand vous rentrez dans une église. C'est-à-dire que vous allez mettre votre main dans le bénitier, c'est un culte à l'eau. Vous allez vous agenouiller devant l'autel de la Vierge Marie, vous faites une petite station devant la déesse mère, et puis après, vous partez dans d'autres choses. Voilà. Et on ne s'en rend pas compte. Et notre cerveau, il est comme ça. Il est fait de plusieurs couches, de strates, que Paul MacLean a appelé le cerveau triunique, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes parties du cerveau qui vont communiquer les unes avec les autres, mais qui se sont construites au fur et à mesure du temps. Alors la partie la plus basique du cerveau, c'est ce qu'il y a derrière ici, c'est le cerveau reptilien, comme les reptiles. Ce cerveau reptilien, il est basique de basique de basique de basique. Il est là pour assurer la survie, pour assurer la reproduction, pour des choses vraiment hyper basiques. Ce qui est important à entendre, c'est que ce cerveau est incapable de changer et de s'adapter à l'environnement. Ici, nous avons tous le même cerveau reptilien. Tous. Peut-être que dans 3 millions d'années, il va changer. Mais pas maintenant. D'accord ? On a tous le même cerveau. Ce cerveau, il va être exclusivement responsable de la survie. Survie, survie, survie. Ce cerveau, il a une mémoire. Je vais activer votre cerveau reptilien de mémoire, ou vous en donner un exemple. Vous avez des enfants ou des petits-enfants, peut-être qu'à un moment ou un autre, vous avez mis des cache-prises pour éviter qu'ils aillent mettre les doigts dans les prises électriques. Un enfant ne sait pas que l'électricité, c'est dangereux. En revanche, si vous arrivez avec une couleuvre au bout des doigts, voilà, l'enfant a 4 ans, vous arrivez avec une couleuvre, l'enfant n'a jamais vu de couleuvre, il va se sauver en courant. Vous avez activé son cerveau reptilien, et je vous en donnerai d'autres exemples d'activation. Au-dessus, on a un cerveau qui va être le cerveau limbique. Le cerveau limbique, qui est le cerveau de l'émotion. Donc ça, c'est apparu chez les mammifères plus sophistiqués dont nous faisons partie. Il y a différentes zones, il y a le thalamus, l'hypothalamus, l'hippocampe, l'amygdale, pas l'amygdale ici, hein, l'amygdale cérébrale. Tout ça, c'est ce qui va gérer nos émotions. Et donc, il va y avoir différentes choses qui vont être importantes dans ce cerveau d'émotion, ce cerveau limbique. Il va y avoir une zone qui va être l'amygdale, qui va être responsable de la colère, de la joie, de la peur, tout ça. Et puis il va y avoir une autre partie qui est l'hippocampe, qui va être capable de gérer la mémoire émotionnelle. On va activer votre cerveau limbique. Que faisiez-vous, les uns et les autres, le 14 avril 2008 ? Alors quelquefois, je me fais piéger parce qu'il y en a un qui lève la main en me disant « C'était mon anniversaire ». Donc là, je dis « Bon, allez, on enlève ça ».
Voilà, vous ne savez pas. Moi non plus, je ne sais pas. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 à 16h? Vous savez où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous avez fait. Voilà. Votre cerveau, c'est donc qu'il y a une cognition, c'est votre cerveau émotionnel qui a été tellement impacté. Je cite également parfois un autre exemple, qui est Philippe Delerme. Vous connaissez peut-être l'écrivain Philippe Delerme. Dans son premier livre, La première gorgée de bière, il dit « La mort de Jacques Brel est un panneau total sur l'autoroute de l'Ouest ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était en voiture, il écoute la radio et il entend « Jacques Brel est mort ». Et paf, il y a une station Total, il passe à la hauteur d'une station Total. Et pour lui, c'est certain, chaque fois qu'il repassera à cet endroit, il habite en Bretagne, chaque fois qu'il repassera à cet endroit, il entendra « Jacques Brel est mort ». Voilà. Et puis, au-dessus de ça, on va avoir notre cerveau très sophistiqué, qui est notre cerveau supérieur, notre néocortex, qui va être responsable à la fois de je sens, je bouge, je pense. On a l'impression que la pensée, c'est extraordinaire. Moi, je dis souvent, la pensée, c'est un accident de l'évolution. Voilà, on a l'impression que c'est important, la pensée. Mais en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est que, bien entendu, on peut faire des choses extraordinaires. On peut aller sur la Lune, on peut écrire des symphonies, on peut construire faire un collectif pour cette réunion sur l'inceste. On peut faire beaucoup de choses. On peut devenir médecin, on peut devenir tout ce que vous voulez, psychanalyste. Mais en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que notre cerveau est construit pour la survie. C'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire que la réalité de la construction cérébrale, c'est qu'en fait, on va toujours sortir du cerveau par la porte qui date du XIe siècle. Donc en fait, notre cerveau, la réalité, c'est Henri Laborie qui l'a dit, qui l'a écrit, la seule raison d'être d'un être, c'est-à-dire de maintenir sa structure en vie. Je répète, la seule raison d'être d'un être, c'est-à-dire de maintenir sa structure en vie. Nous sommes construits pour survivre. Et ce qu'il faut entendre, et c'est là où beaucoup de médecins n'ont pas saisi ça, c'est que la survie n'a rien à voir avec la santé. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez cette importance de la réalité de la survie. À l'heure actuelle, vous êtes assis devant moi, ce qui est dangereux, d'ailleurs moi aussi, c'est une position dangereuse. Il vaut mieux rester debout et marcher qu'être assis. Voilà, ça c'est un aparté. À l'heure actuelle, nous avons tous à l'intérieur de nous 5 à 6 litres de sang qui circulent. Ces 5 à 6 litres de sang qui circulent sont liquides. OK ? Si je me coupe en épluchant des pommes de terre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer 2 minutes sur mon doigt, comme ça, et puis ça va coaguler. Imaginez une seule seconde, la merveille. C'est l'enfer des étudiants en médecine, parce qu'il y a environ 20 protéines qui vont agir les unes sur les autres, donc pour apprendre la coagulation, c'est horrible. Il y a une vingtaine de protéines qui vont agir en quelques secondes pour coaguler au bon endroit. Ça ne coagule pas dans mes yeux, dans ma tête, dans mes pieds, dans mon ventre, ça coagule à cet endroit-là. C'est incroyable. Imaginez qu'un type invente un tuyau auto-réparable. Vous imaginez? C'est le plombier qui fait fortune, quoi. C'est bien. Et donc, voilà, je vous ai expliqué, survie n'égale pas santé. Si, en sortant d'ici, je suis attaqué par quelqu'un avec un couteau, et l'autre jour, j'étais dans une réunion où c'était arrivé à quelqu'un. Donc, attaqué avec un couteau, qu'est-ce qui va se passer? En quelques dixièmes de seconde, mon sang va devenir hypercoagulable. Vous imaginez la merveille de construction de l'être humain? En quelques dixièmes de seconde, mon sang va devenir hypercoagulable. C'est génial, il m'attaque, il me donne un coup de couteau, mais moi je vais moins saigner, donc je pourrais soit poursuivre la fuite, soit faire la fuite, soit le combat. Et donc je ne vais pas me vider de mon sang, survie. Mais si je suis stressé parce que j'ai des soucis avec mon usine, si je suis stressé parce que j'ai des soucis avec ma femme, avec mes enfants, ou que j'ai été victime de violences sexuelles, peut-être que je vais boucher une artère saine au niveau de mon cœur ou au niveau de ma carotide. D'accord ?
phénomène de survie qui n'a rien à voir avec une bonne santé. Alors là, je fais un petit peu un aparté parce que je ne savais pas où le placer, en me disant la différence entre les filles et les garçons. Alors, pourquoi il va y avoir surréaction des filles par rapport aux garçons? Alors, c'est scientifique, hein, voilà. Premièrement, les filles sont beaucoup plus agressées sexuellement que les garçons. Ça, c'est évident. Mais ensuite, il y a des mécanismes biologiques qui sont différents. Le cerveau d'une fille va effectivement être précoce plus précocement, plus rapidement. Et donc, il peut y avoir des dégâts cérébraux qui vont se faire plus vite que pour un garçon. Les garçons vont avoir quelque chose qui sera plus tardif. Et donc, ils seront impactés parfois plus tard. Ça, c'est voilà. Ça peut se reconstruire. Bien sûr que ça se reconstruit. C'est évident. On en parlera. Bien sûr que ça va se reconstruire. Il y a également autre chose qu'on a mis en évidence, qui n'était pas connu, qui a été découvert il y a 2 ou 3 ans. C'est qu'en fait, la perméabilité, la mère peut sécréter des hormones de stress, d'accord, corticoïdes, adrénaline. Le placenta de sexe masculin va être plus perméable aux hormones de stress de la mère par rapport les placentas de sexe féminin sont plus perméables. Donc le fœtus féminin va être plus soumis aux hormones de stress que le fœtus masculin. On ne sait pas pourquoi. Et donc, il peut y avoir une sensibilité. En plus, les filles vont réagir différemment. Je vais vous parler de cardiologie. On sait par exemple que dans l'infarctus, les modalités de réaction vont être un peu différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'infarctus dans les suites d'inceste, plus d'infarctus chez les filles et également chez les garçons. Mais les femmes vont réagir avec plus d'obésité, plus de facteurs inflammatoires et plus de facteurs inflammatoires et plus de dépression. Alors que les garçons vont réagir par une mauvaise adaptation de leur système sympathique et parasympathique, dont on pourra parler, c'est-à-dire qu'ils vont être plus sensibles au stress. Donc il va y avoir des différences. Je ne savais pas trop bien où mettre cette question, mais c'est quelque chose qui est important. Donc je vous ai dit, une des causes, c'est cerveau immature et la survie. Alors, l'être humain, c'est une merveille. Hein, moi, ça m'arrive assez souvent de faire des rencontres avec des chambres d'entreprise, dans un cadre d'entreprise bienveillante, parce qu'il y en a, ça existe. Et je leur pose souvent comme question, pas souvent, à chaque fois, je leur pose comme question, donnez-moi l'entreprise la plus performante du monde. Donc, je leur mets une liste sur une diapo. Donc, ils ont Apple, Louis Vuitton, Jeff Bezos, tout. Et donc, ils cherchent, ils me disent, puis ils réfléchissent, ils me disent, oui, moi, je dirais que c'est Apple. Non, moi, c'est Louis Vuitton parce que les actions ont monté, patati patata. Et là, diapo suivant, je leur mets toute une flopée de visages humains. C'est nous qui sommes l'entreprise la plus performante. L'être humain est arrivé sur Terre et a débuté sur Terre il y a quelques millions d'années. C'était une petite start-up et on est toujours là. Donc en fait, c'est absolument exceptionnel. L'être humain, comment il est constitué? L'être humain, il est constitué par la rencontre d'un homme et d'une femme, qu'on le veuille ou non. Hein, j'aime bien, moi, toujours raconter la blague du psychanalyste. Non seulement que je sois né d'un rapport sexuel, c'est pas facile, mais entre papa et maman, c'est difficile à imaginer. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes nés de ça. Nous sommes nés d'un rapport sexuel. L'être humain est sexué, c'est la base de la vie. Donc voilà, il faut tout de même en prendre considération. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'être humain va refaire le parcours de toute l'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir spermatozoïdes, ovules qui vont mélanger leur ADN. Et puis, il va y avoir une cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Et à partir d'une seule cellule, ça va faire mes pieds, mes yeux, mes cheveux, mon cœur, mon foie, tout. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que il y a une seule cellule sans cerveau qui est capable de construire un cerveau qui lui-même n'est pas capable de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est absolument
fabuleux. Donc nous sommes, l'être humain, c'est une merveille d'adaptation. Et l'être humain va s'adapter, et il s'adapte essentiellement grâce à son cerveau. Alors, quelles vont être les conséquences de l'inceste sur le cerveau? Parce que c'est ça qu'il faut voir. Ces conséquences vont être extrêmement dépendantes de l'âge. C'est ce que vous a dit Bruno Clavier hier. C'est évident que si je suis victime d'un inceste à 18 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 6 mois, c'est pas la même chose. Parce que mon cerveau, comme je vous l'ai dit, il est immature, et il va être immature longtemps. Donc il va se passer des dégâts qui vont être totalement différents. Donc on va avoir des conséquences qu'on connaît. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous les avoir, mais on va avoir un certain nombre de conséquences. Diminution de la taille du cerveau, réduction du rapport substance blanche sur substance grise, c'est-à-dire notre potentiel intellectuel. Il va y avoir des modifications complètes du cerveau limbique, du cerveau émotionnel. Il va y avoir des modifications complètes de notre réaction du système sympathique et parasympathique. Tout l'intérêt on n'a pas le temps d'en parler ici, mais tout l'intérêt de la théorie polyvagale. Il va y avoir une hyperréactivité aux émotions. Il va y avoir ce qu'on appelle une pauvreté neuronale, c'est-à-dire que le cerveau se construit, il est toujours en construction, notre cerveau. On est capable de construire sans cesse du cerveau et de construire de la connectique. Voilà, on connecte. Quand on fait de l'EMDR, quand on fait de l'hypnose, on connecte des cellules les unes avec les autres. Et donc, les conséquences vont être totalement différentes. Et j'ai essayé de trouver une comparaison, une métaphore. Et on pourrait dire, par exemple, que le cerveau de quelqu'un qui a été agressé à 16 ans, 17 ans ou 18 ans, ça ressemble à une maison qui n'est pas terrible, quoi. C'est un peu le foutoir. La décoration n'est pas terrible. Voilà, le sol. Mais la maison, elle ressemble à une maison. Alors que si on a été agressé à 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh ben peut-être que cette maison, elle est vraiment bizarre. C'est-à-dire que la porte d'entrée, elle est au 2e étage. La cave, il y en a une, mais on ne peut pas y accéder. Les toilettes sont au milieu du salon. C'est un champ de bataille complet, quoi. Le cerveau n'est pas... Et pour vous expliquer ça, dans le livre de Nashino, elle donne quelque chose, une piste qui est intéressante. Elle raconte que Virginie Despentes a été violée à l'âge de 17 ou 18 ans par 3 types armés. Et elle dit, en fait, Virginie Despentes, avec son vocabulaire toujours très imagé dans King Kong Theory, voilà, elle dit, à un moment, bordel, j'en ai eu marre. Voilà, elle parle un peu comme ça. J'en ai eu marre de me dire que j'ai été violé, je ne suis pas que ça. Et donc, voilà, j'ai décidé que ma vie, c'était autre chose que ces 3 mecs qui m'avaient agressé. Ça, c'est le raisonnement d'un cerveau adulte qui est capable d'avoir un regard, le cerveau adulte qui va regarder le cerveau émotionnel et qui va se dire « je peux réagir là-dessus, je peux faire quelque chose ». En revanche, écoutez bien ce que dit Nashino. Les conséquences du vol vont bien au-delà du domaine circonscrit de la sexualité. Elles affectent, depuis la faculté de respirer, jusqu'à celle de s'adresser aux autres, de manger, de se laver, de regarder des images, de dessiner, de parler ou de se taire, de percevoir sa propre existence comme une réalité, de se souvenir, d'apprendre, de penser, d'habiter son propre corps et sa vie, de se sentir capable de simplement être. C'est une déstructuration complète. Plus c'est précoce, plus la personne va être déstructurée. Donc, modification complète du cerveau, et ce n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé à 30 ans ou à 40 ans. Voilà. C'est quelque chose qui est vrai, qui va être imprimé de façon majeure. Encore une fois, on est toujours dans la survie. C'est-à-dire que c'est vraiment se dire, l'être humain, il a une capacité d'adaptation, mais qui est phénoménale. Sinon, nous ne serions pas là. On aurait été écrasés par les mammouths. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique. Je peux vous dire que face à un lion, face à un éléphant, face à une hyène, vous ne faites pas le poids. Mais nous, on est toujours là. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a une capacité d'adaptation qui est absolument phénoménale.
Et puis, on a des mécanismes de sécurité. C'est-à-dire que ce qui va nous embêter, en fait, c'est de la sécurité de la survie. Bah, j'en profite, voilà, pour vous mettre cette belle phrase de Victor Hugo. Il n'y a pas de violence sans lendemain. Sans lendemain, pardon. Voilà. Et je voulais parler sur cette diapo et je ne l'avais pas mis assez tôt. Donc, en fait, on a des mécanismes de sécurité. Ça a été montré très précocement, ça avait été montré par Freud, ça a été également montré par un génie de la psychologie française qui était Pierre Janet, qui a montré tout le psychotrauma avant que quiconque en parle. Et donc, l'être humain, s'il est victime de quelque chose qu'il ne peut pas supporter psychiquement, il va faire sauter le fusible. On fait sauter le fusible. Donc, en fait, sauter le fusible, c'est-à-dire, je ne suis plus là. Sinon, ça veut dire qu'immédiatement, soit je meurs, arrêt cardiaque immédiat, ça a été montré, ou alors je deviens fou, toute la structure psychique explose. Donc, l'être humain va se mettre en mode sécurité, et il va, comme l'a montré hier Bruno Clavier, il va se couper en deux. Il y a une partie qui est là, une partie qui n'est pas là. Et là, on est à la fois l'amnésie, j'oublie, j'enferme dans la cave. Moi, je dis souvent, la mémoire que j'avais avec mon frère, pendant 9 ans de psychanalyse jungienne, j'en parlais. J'ai tout de même mis 1 an et demi pour en parler. C'est-à-dire que c'était normal. Pour moi, c'était la vie normale d'avoir un frère handicapé. Donc, et puis, voilà, j'avais l'impression que le problème était totalement résolu. Voilà, j'étais bien, j'étais serein. Puis à un moment, il s'est passé un truc, je ne l'ai pas vu arriver. Un flash et un truc de mémoire traumatique. Donc je suis reparti 2 ans à Genève faire de l'EMDR pour essayer de guérir ça. Mais voilà, il va y avoir de l'amnésie, mais c'est bien qu'il y ait de l'amnésie. C'est quelque chose qui est protecteur. C'est fondamental. On va avoir de l'amnésie et on va se cliver parce que sinon on explose. On explose complètement. Et donc, ça va être très difficile pour les gens qui sont victimes de trauma et d'inceste, c'est-à-dire, comme l'a montré, j'emprunte beaucoup de ce qu'il a dit, parce que c'est ce qu'a dit Bruno hier, c'est-à-dire que la personne est incapable de connaître la différence entre présent et passé. Le présent et le passé, c'est la même chose. Et également, l'autre chose qui est fondamentale, c'est ce qui va être protecteur et non protecteur, on ne sait pas. C'est-à-dire que, normalement, la famille est la cellule protectrice. Et celui qui devrait être protecteur, qui est le père, ou qui devrait être bienveillant, qui est le frère, ou l'oncle, va m'agresser. Donc, entre ce qu'on avait dit, le bien, le mal, le positif, le négatif, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, là, je vous cite une phrase de Patrick Gougon, qui est un prêtre qui a été abusé dans l'enfance et qui a écrit un livre qui s'appelle « Prière de ne pas abuser ». Et il nous dit, en fait, j'avais confondu déni. J'avais confondu ces 2 syllabes avec celle de l'oubli. Le déni n'oublie rien. Il conserve la souffrance. La souffrance ne disparaît pas. Elle n'a pas où aller. Elle se tapit, elle se terre. Le déni travaille, il fait grincer le corps. C'est-à-dire que ce qui a été pris dans la mémoire traumatique n'a pas d'endroit pour s'exprimer. Il ne peut pas parler. On sait déjà qu'il va y avoir une inhibition de la parole. Ça, c'est bien marqué. Et donc, il faut que ça parte quelque part. Il faut que cette énergie parte quelque part. Et elle va partir dans le corps. Et donc, comme le cerveau est complètement altéré, comme il y a une perte du contrôle émotionnel, comme il n'y a pas de différence entre le passé et le présent, qu'il y a une perte de confiance dans l'autre, en fait, le cerveau va fonctionner exclusivement, et ce qu'il a encore dit Bruno hier, j'ai passé ma vie dans la survie. Voilà, donc le cerveau va passer sa vie dans la survie.
Et ça, c'est important à dire. Et c'est pas négatif dans ma bouche. C'est de dire, on dit parfois, nous, en cardiologie, un ancien fumeur ne sera jamais un non-fumeur. C'est-à-dire que le cerveau a été marqué, impacté par un certain nombre de choses. Quelqu'un qui a été addict ne sera jamais un non-addict. Et donc, un enfant incesté ne sera jamais un adulte non incesté. À un moment, même si on a fait 10 ans de thérapie, même si on a fait tout ce qu'on veut, à un moment, parfois, peut-être, il se passe une situation où là, ça dépasse mes capacités d'adaptation. Et pendant quelque temps, je ne vais pas être bien. Donc, parce que mon cerveau a été complètement impacté. Et donc, il va se passer des réactions de survie qui vont être des réactions de survie à mon insu. Et je ne m'en rends pas compte. Le cerveau reptilien, il est là pour ma survie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce pourquoi il est fait. Il va faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire que vous avez le cerveau émotionnel qui a été impacté de façon très importante, et il va agir sur le cerveau reptilien, et il va déclencher un certain nombre de choses. Je vais activer vos cerveaux reptiliens à votre insu. Alors ici, il y a beaucoup de gens qui se chauffent au feu de bois. C'est vrai ? Qui a une cheminée au feu de bois, mais ne se chauffe pas au feu de bois exclusivement ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une cheminée chez eux ? Voilà. Moi, j'en ai une. Voilà. Je peux très bien avoir une cheminée et avoir un chauffage central. Pourquoi, en 2023, avoir une cheminée au feu de bois, alors qu'il suffit de tourner le bouton pour avoir du chauffage dans la maison ? Je m'embête à commander du bois, à couper du bois, à ramasser le bois, à aller chercher en plein hiver, donc c'est embêtant. Donc, tout simplement parce que c'est agréable. Et pourquoi c'est agréable ? C'est un comportement agréable, engrammé, enregistré dans notre cerveau reptilien, qui est que lorsqu'il y a longtemps, quand l'humain a découvert le feu, il s'est mis autour du feu de bois, il a pu manger chaud, c'était aussi sympathique que tout à l'heure, il a pu manger chaud, ce qui a changé complètement sa chimie cérébrale, donc a amélioré son potentiel cognitif, et en même temps, il a pu faire du lien social. Donc voilà, je vais me mettre à côté de mon feu de bois, je vais allumer mon feu de bois, parce que c'est quelque chose qui va être extrêmement positif. Autre chose, moi je ne sais pas si vous faites ça, mais moi ça m'arrive. Je fais de temps en temps ce que j'appelle un commando frigo. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un commando frigo, mais je vous explique pour moi. Commando frigo, si vous rentrez très fatigué le soir, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous êtes stressé, ça. Il y a peu de chances que vous vous jetiez sur salade, brocoli, carottes. Il y a peu de chances. Moi, ce serait plutôt saucisson, pâté, mousse au chocolat et un petit verre de vin. Pourquoi je fais ça ? À l'insu de mon plein gré, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que dans mon cerveau reptilien, il y a quelque chose qui est très simple, c'est que l'être humain, sa grande peur, c'est de mourir de faim. Manger à notre faim, c'est quelque chose qui est très récent, c'est très très récent. Donc en fait, on a toujours cette peur de mourir de faim. Et donc quand je suis stressé, il est évident que si je pèse 120 kilos, j'ai plus de chances de survivre que quelqu'un qui en pèse 55. Donc pour survivre, il vaut mieux que je pèse 120 kilos. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Commando frigo, je vais manger des choses qui vont être très grasses, très sucrées, pour beaucoup grossir et pas mourir de faim. Je vais activer mon cerveau reptilien à mon insu. Alors, favoriser la survie quand on a été traumatisé, c'est quoi ? C'est peser 120 kilos. Pourquoi ? Parce que j'ai activé mon cerveau reptilien. En plus, peut-être que si je pèse 120 kilos, je serai moins séduisant ou moins séduisante. Mais peut-être que, ou je penserai ça, mais peut-être que je vais activer ça justement à cause de cette mémoire qui fait que si j'ai plus de poids, je ne vais pas mourir de faim. Ça va être de favoriser un régime très riche en sucre, quitte, parce que ça va favoriser ma survie, quitte pour avoir de l'énergie, quitte à créer un diabète. Ça peut être également, dans une réaction de défense, augmenter ma tension artérielle
au risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Ça peut être augmenter ma fréquence cardiaque comme si je devais échapper à un danger, quitte à avoir un cœur qui sera toujours rapide, totalement régulier, quitte à avoir un infarctus ou à mourir d'insuffisance cardiaque. Donc il va y avoir un tas de réactions qui vont se faire. Je vais fabriquer également, comme je suis en défense permanente et en survie, je vais fabriquer des substances inflammatoires, des protéines inflammatoires. Ces protéines inflammatoires vont favoriser quoi? Elles vont favoriser ma fibromyalgie, elles vont favoriser ma maladie auto-immune de la thyroïde, elles vont favoriser les maladies inflammatoires du tube digestif, elles vont favoriser tout ce que vous voulez. La personne qui va être qui est victime de violences sexuelles, d'inceste, va être toujours dans une réaction de survie et elle va se comporter comme si elle était toujours en guerre. Donc imaginez, quelqu'un qui a été victime d'inceste, c'est comme un soldat japonais qui n'a pas vu que la guerre était finie en 1945 et qui est toujours au coin de la tranchée avec sa mitraillette, toujours en train de tirer et de se dire l'ennemi va arriver. Donc l'ennemi est toujours là, à son insu. L'autre conséquence des violences sexuelles, ce dont a parlé également Bruno dans le transgénérationnel, c'est les conséquences génétiques. Alors, ça, Bruno, il vous a dit des choses, voilà, il y a du transgénérationnel. À l'heure actuelle, c'est parfaitement expliqué. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Donc, c'est l'épigénétique. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'épigénétique, je vous explique très rapidement avec une métaphore. La génétique, c'est mon ADN. Mon ADN, je n'ai qu'un ADN, vous n'avez qu'un ADN. Mais mon ADN va s'exprimer différemment au niveau de ma cellule hépatique, pancréatique, ma cellule cérébrale, c'est la cellule qui a fait mes yeux, ma cellule cardiaque. Voilà, il n'y a qu'un ADN, mais une expression totalement différente au niveau des différentes cellules. L'ADN, on pourrait dire que c'est la 9e symphonie de Beethoven. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau de musique comme métaphore. Moi, je vais prendre la 9e symphonie de Beethoven. Et puis, l'épigénétique, ça va être le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il va peut-être décider de la jouer plus vite, de la jouer moins vite, de faire un passage fortissimo. Il va moduler l'expression de mon ADN. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on sait déjà depuis une trentaine d'années, à peu près depuis une trentaine d'années, toute l'importance que cette épigénétique va jouer sur la construction du nourrisson. Depuis un chercheur qui s'appelle Ian Weaver, on sait maintenant tout le rôle que la mère va jouer dans l'éventuelle modification épigénétique de l'enfant et du nourrisson, et puis dans le développement plus tard. Donc en fait, ce qui se passe, sans rentrer dans des détails, l'épigénétique va activer certaines substances qui vont modifier l'expression de l'ADN, et c'est comme si on avait un ADN qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Et donc, cette régulation va modifier un certain nombre de choses. Elle va modifier la régulation sur la production des cellules cérébrales. Elle va modifier la production des hormones de stress. Elle va modifier la modification de la sécrétion pour toutes les hormones qui vont réguler l'obésité. Elle va réguler la sécrétion d'insuline. Elle va réguler la sécrétion de la sérotonine, qui est cette substance du bien-être. Donc en fait, ça modifie tout. Notre épigénétique va tout modifier. Et ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, encore une fois, on pourrait dire que tout ça, c'est catastrophique, mais il ne faut pas voir ça au niveau de l'échelle humaine. Il ne faut pas voir ça à notre échelle. Il faut voir ça au niveau de l'humanité et de l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que, en fait, cette modification génétique, si on voulait changer un ADN, ça va mettre des milliers d'années. En revanche, la modification de l'épigénétique, c'est en une génération. C'est en une génération. Et donc, on va avoir une modification de l'expression de l'ADN très rapide. Je vais vous donner un exemple qui est connu, qu'on appelle la Dutch famine. On est à la fin de la guerre 40. Vous vous souvenez, en 44, juin 44, les Alliés débarquent
en Normandie. C'est un peu difficile, le débarquement, voilà, ça patine un peu. Il voudrait arriver très vite en Allemagne, mais bon, ça traîne un peu. Et donc, il décide d'ouvrir un autre front en Hollande. Anglais, américains, canadiens. Et donc, ils ouvrent un autre front pour arriver plus vite à Berlin. Et c'est une opération qui s'appelle Garden Market. Ils avancent très 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 vite. Malheureusement, défaut de logistique. Et là, les Allemands, qui sont encore très forts, les repoussent. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que les Allemands, quand ils ont réenvahi la Hollande, ont décidé de punir la population qui s'était soulevée pour fêter le débarquement. Et ils affament la population. Ils affament la population, il y a des femmes enceintes. Dans cette population, des femmes enceintes qui vont mourir et des femmes enceintes qui vont accoucher. Et donc les Hollandais, dans une intuition géniale, ont décidé de suivre ces enfants nés de ces grossesses pendant la famine, la Dutch famine. Et donc, on en est à l'heure actuelle à la 4e génération. Et donc, on est dans le transgénérationnel. Et donc, on sait que les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont plus stressés, plus anxieux, plus déprimés, plus obèses, plus diabétiques, plus coronariens, plus hypertendus, voilà, plus de maladies. Ça a été transmis. Alors, d'un côté, vous dites... Alors, rassurez-vous, mesdames, ça existe aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les femmes qui transmettent. L'épigénétique va se modifier également. Les spermatozoïdes, lors d'un événement, vont modifier leur épigénétique. Ça pourrait être, en fait, catastrophique. Si je vois ça à l'échelle humaine, mais je me dis, mais c'est une catastrophe. Mais si je vois ça à l'échelon de l'évolution des espèces et de notre évolution, c'est un truc extraordinaire. Ça veut dire qu'en une génération, les êtres humains sont capables de transmettre de l'information. Et je donne toujours comme exemple, pour bien comprendre ça, si un homme ou une femme était paniqué devant une piscine, il n'y aurait plus d'enfants noyés dans les piscines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une transmission d'informations. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle ce que des épidémiologistes qui ont pas trop de courant en France, mais bon, surtout aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'embodiment. Embodiment, traduction, incorporation biologique. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons en tant qu'être humain la possibilité d'incorporer le monde biologiquement. Tout ce qui va m'arriver, je vais l'incorporer. Et ça explique tout ce qui va arriver aux enfants victimes d'inceste. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes dans leur enfance d'une chose dramatique qui a modifié leur cerveau, qui a modifié leur épigénétique. C'est normalement quelque chose qui devrait être... Ils devraient avoir une structure positive s'ils avaient été... Voilà. Mais étant donné que ce qui a été mis dans l'ordinateur, c'est que du négatif, les conséquences vont être négatives. Donc c'est Nancy Krieger, qui est la spécialiste américaine de l'embodiment, dit l'incorporation biologique, vous allez voir, la phrase est terrible, l'incorporation biologique, c'est le prix à payer pour notre adaptation à l'environnement. C'est terrible comme phrase, mais c'est une réalité. L'être humain est capable de s'adapter de façon extraordinaire à son environnement. Malheureusement, il vaut mieux que ce soit un environnement qui soit bénéfique. Donc, on va en arriver. Quelles vont être ces maladies? Ah, je vais passer assez rapidement, parce que quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc il va y avoir des comportements qui vont être modifiés. Comportements sexuels, hyper ou hypo. Il va y avoir du tabagisme, de l'alcoolisme, de la drogue, de la boulimie, de l'anorexie. Tout ça vont être des comportements qui s'expliquent des comportements de survie. Il va y avoir des conséquences psychologiques majeures qui vont être la dépression, le suicide, l'anxiété, les personnalités borderline, les psychotiques, les schizophrènes. Voilà, toute la psychologie va être impactée puisque mon cerveau est complètement transformé par ça. Et puis, ce qu'il faut entendre, c'est que, et ça je n'arrête pas de le répéter, c'est qu'en fait, il y a l'amnésie traumatique, et donc les gens qu'on voit en consultation de psychologie, les thérapeutes, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée vont chez les médecins. Les médecins qui ne voient pas, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une mémoire traumatique, qui ne savent pas ce que c'est qu'une dissociation, qui ne savent pas ce que c'est qu'une amnésie traumatique. Ils n'ont pas été formés. Je n'ai pas été formé à ça. Moi, j'ai été formé à ça en fac de psycho.
Je n'ai pas été formé à ça en fac de médecine. Et puis, parfois, les médecins, on leur apprend à soigner, ils ont un esprit analytique, et puis, voilà, l'empathie, ils ne connaissent pas trop, voilà, ils ne sont pas trop là-dedans. On pourra en parler si vous voulez. Et donc, il va y avoir un certain nombre de maladies. Alors moi, j'ai l'habitude de parler assez simple et de dire, quand je vous dis, on pourrait prendre quelqu'un dans la salle, hein, voilà. Quand vous dites « ça me fait chier », qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ça vous embête ? Eva, ça veut dire quoi ? Ça t'embête, ça te contrarie, ça te gêne, ça te... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire « j'ai augmenté ma consommation de papier hygiénique ». C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les êtres humains savent, depuis le début du monde, que les émotions parlent à certains endroits. Et donc, il y a une très belle publication qui était sortie il y a 3 ans sur 50 000 patients dans le monde entier où on avait demandé aux gens où est-ce que vous ressentez. Donc, je vais vous donner 3 exemples. La dépression, aucune sensation. La colère, dans la tête, dans le cœur et dans les poings, parce que je vais aller te casser la figure. Et l'amour, dans la tête, dans le cœur, dans le sexe. Voilà, les gens ressentent ça de haut en bas. Et donc, on ressent ça partout. Et donc, il va y avoir des maladies qui vont s'exprimer de façon, il y a dire, qui peuvent être explicites. Bruno vous l'a montré, du vaginisme, des lésions des mangeaisons rectales, tout ça. Il va y avoir des choses qui vont parler à des endroits très précis. Il va y avoir des zones qui vont être plus de la médecine qui va être symbolique. La thyroïde, c'est un bouclier, d'accord ? Placé ici. Donc, on a du mal à avaler. Ça, c'est une zone. La peau, c'est également une zone qui va être entre moi et l'autre. C'est la zone frontière. Donc, et puis, il peut y avoir des choses qui vont être au niveau du corps global, puisque je vais sécréter un tas de substances, un tas de choses. Et donc, ça va être quoi, les maladies ? Ça va être toutes les maladies chroniques. L'obésité, le diabète, les problèmes cardiaques, le cancer, les maladies auto-immunes, l'accident vasculaire cérébral, la traumatologie, tout va être impacté. Donc en fait, hein, moi je dis et je répète, et je le dis maintenant et je le dirai peut-être encore après, l'inceste c'est le problème de notre société et le problème médical, c'est les conséquences médicales de l'inceste. Hein, je vous donnerai des statistiques après. Donc on sait à l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a des enquêtes, sur les 10 premières causes de mortalité aux États-Unis, les 5 premières sont des impacts des violences sexuelles. Les 5 premières. Il y a une énorme publication qui est sortie en 2017 qui a fait tout le rapport, ce qu'on appelle l'odds ratio, c'est-à-dire l'augmentation du risque de maladie quand il y a violence sexuelle. On est à des chiffres qui sont... il y a certaines maladies, on augmente par 10, il y en a d'autres, on augmente par 3 ou 4, les maladies cardiovasculaires, c'est par 3 ou 4, d'autres maladies, ça va être beaucoup plus important, comme l'obésité ou le cancer. Donc, aucune maladie n'est épargnée, et mon ami Cyril Tarquinio a écrit un très beau livre là-dessus en disant les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Non, les maladies chroniques ne tombent pas du ciel. Elles sont, pour la plupart, les maladies chroniques sont les conséquences des violences sexuelles. On sait à l'heure actuelle, je reprends toujours parce qu'on a beaucoup travaillé aux États-Unis là-dessus, aux États-Unis, si on supprime les violences sexuelles, on supprime 50% des dépressions. C'est pas négligeable. Grosso modo, par an, 2,5 millions d'infarctus, 3 millions d'obésité. Donc on a vraiment une diminution qui est extrêmement importante. Et là, je voudrais dire que si on sait bien que les politiques, nos instances s'intéressent peu à ça, je voudrais juste vous citer un chiffre et que vous pourrez répéter si vous croisez des politiques pour essayer de les convaincre, même si ce n'est pas le plus important. Le coût des violences sexuelles en Europe, c'est 600 milliards par an. 600 milliards par an. Vous imaginez ce que c'est ? Je vous rappelle, alors je vais vous donner une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. La guerre du Vietnam, c'est 600 milliards. Ça a tout de même duré une bonne vingtaine d'années. C'est à peu près le même coût. La guerre 39-40, sur 5 ans, ça a coûté 3 fois 600 milliards. C'était 600 milliards par an. Donc vous voyez, on est vraiment sur des coûts qui sont absolument faramineux et peut-être qu'on pourrait les convaincre de ça.
Ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est que être victime d'inceste, être victime de violences sexuelles, c'est une triple peine. C'est une peine d'avoir une enfance détruite, c'est une peine d'avoir une santé mentale et physique altérée quand on est adulte. C'est grosso modo 10 à 15 ans de vie en moins. On sait qu'il y a modification de l'épigénétique, mais également d'autres modifications qui témoignent d'un raccourcissement de la vie. Et puis, troisièmement, comme si ce n'était pas suffisant, c'est quelque chose qui va être transmis aux enfants, des enfants, des enfants. Aussi bien d'un point de vue traumatisme, comme on l'a vu hier, que d'un point de vue santé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on a vraiment, à mon sens, une responsabilité majeure. J'ai été content de voir la cantine de Bure, parce que déjà c'était excellent ce qu'on a mangé ce soir. Et en plus, pour moi, à Bure, ce qui se passe, c'est un inceste de la terre. C'est une violence faite à la terre-mère. C'est exactement la même chose. On est dans la même chose. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants de la terre ? Qu'est-ce qu'on va laisser comme patrimoine génétique ? Alors, bien sûr, ce que je vous ai dit, c'est pas joyeux. C'est pas très rigolo. Mais on peut inverser. Vous avez vu, j'ai écrit 2 livres, un sur une discipline que j'ai inventée, qui est la psychocardiologie, et puis un autre bouquin, Duno, l'éditeur Duno m'avait demandé d'écrire un bouquin plus simple, en me disant, les gens ne lisent pas, il faut que vous écriviez un bouquin simple. Je dit, non, on va faire un bouquin sur le bonheur. Parce que voilà, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qu'on choisit d'essayer de... Ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Mais tout ce que je vous ai dit, on peut renverser la vapeur. C'est-à-dire, on a à l'heure actuelle, même si c'est difficile, même si ça dure très longtemps, comme l'a dit encore Bruno hier soir, on a des possibilités thérapeutiques en médecine, on a des possibilités thérapeutiques psychologiques, en sachant que ça va être multi-outils. Mon ami Cyril dit toujours, je ne démonte pas ma machine à laver avec un seul tournevis. Il va falloir multi-outils, avec quelque chose qui pour moi est important, c'est... Bessel van der Kolk raconte très bien cette histoire, parce qu'il a plein d'humour, je trouve. Et il dit, une de ses patientes qui lui écrit en disant « J'aimerais bien vous écrire que vous m'avez guéri des conséquences de la violence sexuelle. En fait, je vais vous dire, c'est pas vous qui m'avez guéri, c'est mes cours de pilates. » Et donc, c'est ça, c'est fondamental de se dire l'importance, il y a une telle déstructuration qu'il va y avoir nécessité de MDR, d'ICV, d'IFS, tout ce que vous voulez, toutes les techniques qui peuvent marcher, mais également de réintégrer le corps. Voilà, moi j'ai fait du clown pour essayer de me remettre dans mon corps. Toutes les techniques, ça peut être le massage, le toucher, c'est fondamental, même si ça peut être difficile au départ. Je vais terminer en disant que tout ça, ça peut être réparé, même si c'est difficile à réparer et même si la réparation n'est pas complète. Et même l'épigénétique, il y a un travail extraordinaire d'une chercheuse américaine qui s'appelle Rachel Yehuda, qui montre très bien, et mon ami Cyril est en train de faire la même étude à Metz, en montrant très bien que la thérapie modifie l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on va réparer le gène, on va aller jusqu'au profond du réacteur nucléaire pour modifier tout ça. Je terminerai par un message peut-être optimiste, c'est-à-dire que moi j'ai dépassé de loin le milieu de ma vie, et puis j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes parmi vous, et quelquefois quand il arrive des événements comme ça, c'est difficile à vivre, et c'est une vraie souffrance, et j'ai senti durant ces derniers jours, il y a vraiment une vraie souffrance palpable. À mon âge, là par où je suis passé, je vais faire un peu le vieux papy, c'est quand on se retourne, et je pense qu'Eva pourrait en témoigner, quand on se retourne et qu'on regarde, on se dit, bien sûr ça n'a pas été facile, mais c'était mon chemin, et il fallait que je passe par là. Moi, je dis toujours, quand le phénomène de gratitude, je dis, je remercie mon frère, mais vraiment, je ne serais pas là s'il n'avait pas été là. Je dis parfois, je n'ai jamais connu la vie sans lui, je n'aurais jamais connu ce que c'était la vie s'il n'avait pas été là. Donc c'est vraiment se retourner et se dire, tout ça va peut-être prendre sens. Et je terminerai par un message de Bessel van der Kolk qui nous dit,
Le traumatisme nous confronte chaque jour à notre fragilité et la cruauté de l'homme envers l'homme. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre résilience absolument stupéfiante. Et il dit, il y a 4 vérités. Notre capacité, notre aptitude à nous entretuer, physiquement ou mentalement ou moralement, et l'actualité est brûlante, est compensée par notre capacité à nous guérir les uns les autres en établissant des relations. Le langage nous donne le pouvoir d'évoluer et de changer les autres en communiquant nos expériences, ce qui nous aide à les définir et à leur trouver un sens commun. Nous possédons la faculté de réguler notre physiologie, y compris certaines fonctions involontaires, par des activités aussi élémentaires que la respiration, le mouvement et le toucher. Nous pouvons transformer les conditions sociales pour créer des cadres où les enfants et les adultes peuvent s'épanouir en se sentant en sécurité. Donc voilà, je pense qu'une semaine comme celle-là, c'est pas une semaine où on ouvre une boîte de Pandore et puis voilà, c'est une catastrophe. C'est au contraire une semaine où on peut réparer le vivant. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'aime bien terminer mes conférences par cette... je ne sais pas si vous connaissez Mary Oliver. Mary Oliver, c'est une énorme poétesse américaine qui n'est malheureusement pas traduite en français et qui dit, voilà, c'est ça pour moi la réalité. Dis-moi quel est ton projet pour ton unique, sauvage et précieuse vie. On ne tirera pas 2 fois le pompon, on va le tirer qu'une fois. Voilà. Et je suis à votre disposition. Bonjour. Merci pour l'exposé et je voulais rajouter dans les conséquences, je m'adresse aux médecins ou aux soignants dans la salle, c'est pour moi une des conséquences aggravantes, c'est que quand on arrive dans un cabinet avec une histoire d'inceste, qu'on arrive ou pas à le formuler, les symptômes sont tellement incompréhensibles qu'on n'est pas pris au sérieux et que ça décale les prises en charge médicales et que... en ça, pour moi, c'est important qu'il y ait une formation du corps médical, puisque, en fait, on finit par... Enfin, ou la plupart finissent par fuir les cabinets médicaux et, du coup, fuir les prises en charge. Et donc, on finit par tomber dans un cercle vicieux de non-prise en charge, alors que, probablement, on en aurait eu besoin. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout développé cette partie-là parce que je voulais vous faire comprendre comment scientifiquement ça fonctionnait, parce qu'on l'explique très très bien. Et j'aurais pu faire un exposé totalement différent en vous parlant de ces défauts de prise en charge. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va arriver avec mal dans le dos, qui va arriver avec une obésité, qui va arriver avec ceci ou n'importe quoi, ça peut être... voilà, avec des signes tout de même, comme on l'a montré hier, des signes qui vont être plus marquants. Je veux dire, quand on a un peu d'expérience, voilà. Et c'est un manque de formation. C'est un manque de formation, alors qu'on a toutes les publications qui nous montrent la réalité de la chose. Nous ne sommes pas, en tant que médecins, formés à ça. Et donc, ce que vous dites, c'est parfaitement juste. Il y a un retard diagnostique. Et puis, surtout, on va prendre en charge quelque chose. On vise pas la bonne cible, quoi. On vise pas la bonne cible. On vise pas la bonne cible. Moi, j'avais très souvent ça, c'est-à-dire en consultation, des gens qu'on va traiter pour une hypertension artérielle, par exemple. Voilà. On les traite, puis on change le médicament, puis ceci, puis cela, puis ça marche jamais. Ça marche jamais. Jusqu'au moment où... Voilà. Et là, on déclenche autre chose. Voilà. C'est la médecine biopsychosociale. C'est-à-dire que c'est vraiment... La médecine, c'est pas que du biologique, c'est du psychosocial. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais aussi... une remarque à faire, je pense, par rapport à des choses que tu as amenées dans ta présentation. Entre autres, il me semble une forme de confusion autour de ce que tu peux appeler les différences entre filles et garçons, parce que je pense qu'il y a autant des différences qui peuvent exister sur un point de vue biologique, et des différences de corps. Et alors là, il faut amener, je pense, la précision qu'il n'existe pas que des corps mâles ou femelles, mais des corps qui sont aussi intersexués, et qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe beaucoup plus que 2 sexes dans la médecine actuelle.
Et par ailleurs, je pense qu'il y a d'autres choses que tu as amenées comme étant des différences biologiques qui étaient en fait des différences plutôt sociales, du pourquoi il y a plus de dépression chez les personnes assignées femmes, pourquoi il y a plus d'obésité, qui ne sont pas forcément liées à des différences biologiques, mais à des différences liées à des éducations et des construits sociaux. Voilà, je pense que j'avais envie d'amener cette précision-là. Bonsoir Jean-Pierre. Du coup, pour quelqu'un qui a son système sympathique, alors peut-être un mot pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le système sympathique. En gros, c'est le système d'alerte. Donc on est en sensation de danger permanent, d'accord, on est speed, un peu comme moi. Et le système parasympathique, c'est plutôt le système de détente et de sentiment de sécurité. Et quand on a été justement dans cet état d'hypervigilance, d'alerte toute sa vie, si on ne veut pas risquer les maladies cardiovasculaires et tout ce que tu as décrit, est-ce qu'il y a une technique phare ou est-ce que ça peut être pour certains justement de la cohérence cardiaque? Et donc expliquer peut-être rapidement ce que c'est quand même vachement, je pense, utile. Ou la méditation, ou un travail dans le corps varié, de la relaxation, peu importe, l'art-thérapie ou toute forme thérapeutique qui siera à la personne qui lui parlera. Mais voilà, est-ce qu'il y a une technique d'un point de vue hyper médical, justement, qui est vraiment la technique reine pour redescendre un petit peu au-delà de la thérapie, évidemment, et de travailler son histoire et des causes de cet état-là, quoi. Très schématiquement, si vous ne connaissez pas, enfin, en tout cas il y en a un certain nombre qui connaissent, on a deux systèmes. On a un système nerveux central et un système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est en train d'agir chez vous, vous êtes en train de digérer votre repas, votre vessie bouge, voilà, il y a un tas de choses. Heureusement que beaucoup de choses sont passées en mode automatique. On a un système qu'on appelle le système sympathique, que les vieux physiologistes appelaient le nerf de la guerre, qui est notre système d'action, hein, et puis un système parasympathique qui est un système de récupération. Voilà. C'était pendant moi, je l'ai appris comme ça. Et puis, il y a un type vraiment très fort qui est Stephen Porges. Donc, le système sympathique, c'était la fuite ou le combat. Et puis, le système parasympathique, c'était la récupération. Et puis, moi, en tant que cardiologue, ça m'embêtait beaucoup. Pendant toute ma carrière, j'étais embêté parce qu'on me disait, Jean-Pierre, l'activité physique, c'est très bon parce que ça va augmenter le système parasympathique. Et puis d'un autre côté, j'avais des patients qui faisaient des malaises vagaux, c'est-à-dire qu'ils tombaient dans les pommes, et voilà, ce qu'on appelle un malaise vagal, un cœur qui est lent, une tension basse. Et c'était aussi le système vagal. Donc je ne comprenais pas. Je me dis, bon, on va le stimuler, le muscler par l'activité physique, mais quand il marche trop, les gens tombent dans les pommes. Donc c'est pas bien de le... Voilà. En fait, Stephen Porges a décrit qu'il y avait deux systèmes vagaux. Il y a un système vagal qui est mis en jeu dans ce que peut vivre quelqu'un qui va être agressé, traumatisé. Hein, c'est le système vagal dorsal. Voilà. Et on va être... Là, on est figé. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, quand vous avez une scène d'agression, une scène de viol, la personne ne bouge plus, elle est comme le lapin dans les phares, elle ne bouge plus, c'est terminé. Et donc souvent, les agresseurs disent « Oui, mais elle était consentante », oui, il était consentant, il n'a pas bougé. Voilà. Et puis, on a un autre système qui est le système vagal ventral, qui, lui, est le système de la communication, de la récupération du lien social. Et donc, ce système vagal ventral, on va le stimuler par deux choses. L'activité physique. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais faire passer. Il ne peut pas y avoir de santé mentale ou physique sans activité physique. C'est pas possible. L'être humain est un être de mouvement, et donc nous sommes construits génétiquement, garçons ou filles, et sans humour, pour marcher et courir 50 km par jour. C'est ça notre programme génétique. On ne le fait plus, hein, mais là, la route Napoléon, pas loin d'ici, les armées napoléoniennes, il y a 200 ans, ont parcouru 70 km par jour. D'accord ? Nous, on est incapable de faire ça. Moi, à 30 km, je commence à être épuisé. Même, je suis bien épuisé à 30 km. Voilà, donc la première chose, c'est l'activité physique, et deuxièmement, les activités de méditation, et surtout la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est simple. Ça, c'est le cardiologue qui peut vous expliquer, puis je suis formateur en cohérence cardiaque. Donc, le cœur, on a l'impression qu'il bat régulièrement. D'accord ? Il va s'accélérer à l'effort, à l'émotion, il va se ralentir quand vous dormez ou quand vous digérez ou quand vous bâillez. Voilà, il va se ralentir. Mais en fait, il n'est jamais fixe. C'est-à-dire que s'il battait à 60, ça fait un coup toutes les secondes, donc toutes les millisecondes. En fait, il est toujours un peu variable. Donc ça ne va pas être 1000, ça va être 998, 1021, 977, ça varie toujours. Et moi, je suis persuadé que notre cœur est comme notre
côlon, comme notre tube digestif, comme notre microbiote, il envoie des informations au cerveau. Et le cœur, il faut savoir que le cœur d'un nourrisson commence à battre à 21 jours de vie intra-utérine, toujours 21, 22 jours, pas avant, pas après. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas une pompe, c'est simplement... Et donc ça n'a aucune utilité de pompe. Mais certainement, moi j'appelle ça un informateur quantique, c'est certainement une source d'information. Donc la cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration très simples. On peut en faire si vous voulez. C'est simplement, j'inspire, expiration longue. Ralentissement de la respiration à 6 cycles par minute. Bon, si c'est 6,2, vous n'irez pas en prison. 6 cycles par minute, et vous ralentissez l'expiration avec une expiration qui fait 2 fois le temps de l'inspiration. Donc c'est... Et ça hyper stimule le système vagal. Donc ça peut se faire simplement par des exercices. Ça se fait régulièrement. Vous faites ça 3 fois 5 minutes par jour. Et puis vous pouvez le faire dans des circonstances où vous êtes stressé ou pour essayer de réguler une émotion difficile. Donc vraiment le toucher fondamental, et puis l'activité physique et la cohérence cardiaque. Bonsoir. J'aimerais vous confier un petit dilemme que j'ai avec mon frère qui est médecin généraliste. Voilà, c'est un dilemme que j'ai depuis que j'ai fait la révélation d'inceste dans ma famille. Et il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, et des réponses qu'il me donne qui me questionnent. Alors la première, c'est comment ça se fait que personne n'ait pu détecter, en fait, que les médecins n'aient pas pu détecter chez l'enfant, et mon frère de me dire, de toute façon, dans une consultation qui dure 10 minutes, avec l'impossibilité de faire une observation gynécologique devant les parents et l'impossibilité d'avoir une consultation en privé avec l'enfant, je ne vois pas comment ton médecin généraliste aurait pu donner des indices, malgré les consultations des pédiatres qu'avait faites ma mère. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est quand je lui ai proposé de venir avec moi à une formation que je vais suivre à l'association Force de Vivre à Paris sur les troubles dissociatifs notamment. Il m'a expliqué que lui, il ne se sentait vraiment pas concerné en tant que médecin généraliste, que ça n'avait aucun intérêt, qu'il ne traitait que des cas de maladies aiguës, et que du coup, il ne voyait pas du tout quel était l'intérêt, et qu'il n'allait pas investir du temps sans résultat. Donc j'avais envie de vous interpeller, parce que je cherche toujours des éléments à lui fournir pour lui montrer l'utilité en fait de cette formation, et comment il pourrait éventuellement changer de regard sur ses patients. Je vous remercie. Alors il y a des documents sur comment rechercher, quels sont les signes qui peuvent orienter vers une violence sexuelle à enfant, le type de blessure. Voilà, il y a des choses qui existent. Le tout, c'est qu'il faut s'y intéresser. Alors c'est sûr que c'est pas facile. Ce que dit votre frère ou ton frère, c'est juste. Le temps est limité. Le temps est limité. Les médecins ne sont pas formés à ça. Examiner un enfant, moi j'ai bien vu durant ma consultation, les choses ont changé. C'est-à-dire que un enfant est inexaminable en dehors de la présence des parents. À l'heure actuelle, c'est inexaminable. Parce que, voilà, il faut se protéger, il faut faire attention. Donc, comment on fait ? Comment on peut interroger un enfant ? C'est pas, je jette pas la pierre, c'est vraiment... Mais le tout, je pense que la vraie problématique, c'est le manque de formation. Il faudrait... ça devait être dimanche, Bruno Clavier disait ça devrait faire partie du tronc commun de la formation en psy. Bah oui, ça devrait faire partie également. Il devrait y avoir vraiment une. C'est étonnant, la médecine est un drôle de truc. Je veux dire que faut rappeler que la médecine, elle est essentiellement une médecine de soins, pas de prévention. Et puis, moi je me souviens très bien, on va te faire des cours sur des maladies que tu verras 3 fois dans ta vie,
Peut-être. Voilà, je pourrais vous citer un tas de noms de maladies qui n'ont aucun intérêt, mais moi, on les voit 2 fois dans sa vie, de médecin, et puis les choses qui sont les plus fréquentes, on les voit pas obligatoirement, quoi. Ça va passer rapidement. Quant à l'absence de formation pour apprendre le syndrome dissociatif, c'est sa vie, voilà. Mais c'est dommage. Il y a peut-être des personnes qui ont aussi des réponses complémentaires. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, éventuellement, si... Non, mais juste... après, c'est... Pour voir l'enfant, ça peut déjà être un des 2 parents, pas obligé les 2. Et des fois, je dis juste ça parce que moi, j'ai eu un cas où je m'étais posé des questions sur violence, ou ça, j'en sais rien, mais en tout cas, violence auprès d'un enfant. C'était les grands-parents qui étaient là. Alors, ils ne savaient pas me donner tous les éléments, mais ça peut aussi... En tout cas, il faut un tiers sécure, quoi, avec l'enfant. Et si les grands-parents peuvent l'être, des fois, ça peut aider. Voilà, juste... Merci. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui s'adresse, que je voulais adresser à Madame Thomas tout à l'heure, mais qui rejoint votre conclusion et aussi l'intervention de Monsieur Clavier hier. Vous parlez de formation des professionnels, de professionnels qui sont supposés être formés pour accompagner. Vous avez parlé de différentes thérapies, le MDR. Monsieur Clavier a parlé d'une autre thérapie ou de psychanalyse, ou peu importe. Est-ce que, notamment par le biais de la Civise ou d'autres biais, vous pouvez discuter, ou les préconisations peuvent être... est-ce que vous parlez de l'accessibilité de ces thérapies pour les personnes qui n'en ont pas les moyens ? Parce que souvent, je sais pas souvent parce que c'est dans tous les milieux sociaux, donc je peux pas dire souvent, mais en tout cas l'accès aux soins gratuits, les professionnels sont pas forcément formés à ces thérapies. C'est souvent des thérapies qui sont pratiquées en libéral et chères. Voilà, est-ce que c'est une question que la Civise pose, et est-ce que c'est des débats qui sont ouverts? Alors, voilà, Eva peut donner... C'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, je disais, maintenant, je le dis moins, mais les thérapies, c'est un peu un sport de riche, quoi. Alors, il y a des expériences. Je citais mon ami Cyril Tarquinio, qui a monté un centre pilote qui s'appelle le centre Pierre-Janet à Metz, qui est le premier centre en France où on fait à la fois de la recherche, de la consultation et de l'enseignement et de la formation, avec des consultations gratuites. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont devoir, en plus, spécialiser dans le psychotrauma. Mais tout le monde n'habite pas à proximité de Metz. Alors, par rapport à la Civise, effectivement, ça a été plusieurs fois, on en a parlé. Et je crois qu'il y a dans les préconisations des ouvertures pour que justement les personnes qui n'ont pas les moyens puissent avoir une aide pour faire ce genre de travail. Mais tout ça, c'est en construction, et je pense que plus il y aura de gens qui auront des idées, qui feront ce que vous venez de dire là sur des centres ouverts comme ça, mieux ce sera. Mais tout ça, comme on n'a pas tellement traité ces problèmes-là d'une façon globale dans la société, il faut tout inventer, quoi. Alors je pense que aussi ce qui est important, c'est... Moi j'avais mis ça en place... Là où j'étais dans l'Est, j'étais pas loin de Metz, j'étais à Thionville. On avait un cabinet qui était un très gros cabinet de cardiologie, on était 17 cardiologues. Et donc on a monté un réseau, un vrai réseau, c'est-à-dire monter un réseau avec les médecins avec les spécialistes, avec les médecins généralistes, avec des psychologues, et on pouvait comme ça adresser, c'est-à-dire qu'on savait qui faisait de la sophrologie, qui faisait de l'hypnothérapie, qui faisait de l'EMDR, et dans une prise en charge globale. Donc ça prend... ça, mais surtout beaucoup de temps. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais juste témoigner qu'il y a un groupe qui est en train de se créer sur place, en PACA, qui s'appelle Oasis Pleine Santé, c'est un début de projet qui va prendre de l'ampleur, j'espère, dans les années à venir, avec une plateforme de mise en relation de différents thérapeutes, mais avec probablement un financement
possible pour que ce soit accessible pour tout un chacun et que l'individu soit au centre de sa santé et de sa qu'il soit plus qu'il soit acteur, vraiment acteur de ça. C'est où? Ça se met en place ici. D'accord. À Digne. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'association. C'est vraiment les prémices. Donc, ça s'appelle Oasis Pleine Santé, OPS. C'est pas une question, c'est une info. Moi, je viens de la Drôme. Et pour que les gens puissent bénéficier d'une psychothérapie prise en charge, si c'est des gens qui fument ou qui consomment un peu trop d'alcool ou d'autres drogues, il y a le réseau Addiction France et il y a des psychothérapeutes. Et du coup, ça permet de bénéficier d'une psychothérapie gratuite puisque chacun sait que les CMP n'ont pas assez de personnel et que c'est absolument impossible d'avoir une place. Par contre, évidemment, je ne garantis pas qu'ils soient formés au psychotrauma. Ça, c'est le coup de chance. Mais en tout cas, les deux qu'il y a à Valence, Tempo et Addiction France, je vois sortir des préoccupations sur la question des violences sexuelles et ils commencent à se réunir, aborder le fait qu'ils commencent à se rendre compte que beaucoup de gens sont victimes de violences sexuelles. Donc c'est une piste. C'est pas formidable, mais voilà, je vous la donne. Oui, c'est pareil, c'est très mince, mais en dehors des associations, pour les victimes, c'est formidable parce qu'il y a quelques psychologues bénévoles qui vont là-bas parfois. Ça, c'est gratuit, mais sinon, il y a... C'est à Paris, région parisienne, mais nous, on a un groupe, je l'ai dit dimanche, mais pour les femmes victimes de violences sexuelles majeures, qui est au sein du CMP, donc de la Garenne-Colombe. Donc c'est le CMP de psychiatrie légale, où on fait les thérapies de groupe. Il y a donc Alors bien sûr, il faut aller là-bas. Mais bon, c'est mieux que rien. Je donne l'info pour ceux qui seraient par bonheur dans le coin. Et sinon, sur Paris, on a ce qu'on appelle la Ligue française de la santé mentale, la LFSM. C'est à Paris-Madeleine. Et là, c'est pour les enfants victimes de violences sexuelles. C'est des groupes qui sont super et c'est gratuit. C'est donné aussi par nous, mes confrères psychologues du CMP où je bosse et dont je vous reparlerai un tout petit peu demain. Il y a un numéro de téléphone. Je ne sais pas, peut-être que je peux mettre à disposition, il faut voir avec les organisateurs quelque part, peut-être sur la page Facebook de l'événement de cette semaine, ce sera plus simple parce que sinon c'est un peu compliqué à vous dire à l'oral. Puis je pense que ça peut aider, même si, encore une fois, c'est maigre, mais c'est mieux que rien, quoi. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié que vous donnez ces statistiques à la fin. Et je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Le coût de la virilité. Et en sous-titre, si on élevait les garçons comme on élève les filles. Et donc, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on pourrait gagner à peu près le budget de PIB de la France par an. Tout le coût d'un comportement viril, que, entre autres, ces violences incestuelles font partie. Et si vous avez lu le livre, après, je voudrais que vous me dites si vous vous réclamez toujours être un macho. Je pense qu'il faut... Alors, je vais déculotter ma pensée. Si j'ai le droit d'employer cette expression. Je crois qu'on est il y a effectivement... Moi, je suis partisan d'une pensée complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe, ça veut dire qu'il y a de multiples facteurs. Et je ne me permettrai pas de dire, par exemple, que le cancer est uniquement lié aux violences sexuelles ou à la pollution. Il y a de multiples choses qui vont agir. Et à l'heure actuelle, on insiste beaucoup sur le patriarcat pour l'inceste. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses, et ce sera intéressant de ne pas bloquer la pensée comme l'a fait Freud dans sa pensée unique. C'est d'ouvrir le champ du possible. On est dans un monde où, effectivement, le patriarcat a des conséquences qui sont catastrophiques. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que l'être humain, c'est un être sexuel, c'est une boule de pulsion. Et voilà, il faudra aussi en tenir compte dans cette prise en charge des violences sexuelles faites aux enfants. Voilà, c'est le fond de ma pensée. Mais qui ne regarde que moi.
ou d'autres peut-être. Si, juste une question. Est-ce que vous êtes cardiologue, vous dites que vous avez créé la psychocardiologie. Est-ce qu'il y a d'autres antennes en France qui s'ouvrent à ces questions-là? Oui, alors c'est un... Il y a 30 ans de me traiter de post-68 heures attardé. Maintenant, je veux dire, cette discipline est reconnue. C'est intéressant de voir que, par exemple, pour la première fois, dans un congrès de cardiologie, il y a eu, en France, parce qu'on est en retard par rapport aux autres pays, pour la première fois, il y a eu une vraie session uniquement psychologie-cardiologie. Ça s'est passé il y a quelques semaines où j'avais été invité. Donc, voilà. Mais il y a des gens qui commencent vraiment à s'en occuper. Ça commence. Ça balbutie, mais on s'en occupe. C'est parti d'une publication que vous devez connaître, qui est la publication Interart en 2004, qui a montré que le stress était le 3e facteur de risque d'infarctus. Bon, je crois qu'on va clôturer ce moment. Merci Jean-Pierre. Merci à vous.